Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix. Bonjour, ici Lydia Duchesne et bienvenue à Ça se passe chez vous. Aujourd'hui, nous recevons Annie Vaillancourt de la MRC de Charlevoix, Justin Verville-Allary de Sentier Québec Charlevoix et Fanny Dubo d'Animation Baie-Saint-Paul. Bonne émission! Aujourd'hui, à l'émission, nous recevons Annie Vaillancourt de la MRC de Charlevoix. Bonjour Annie. Bonjour. Tu as une invitation à nous faire aujourd'hui? Oui, une invitation à vous faire. À propos de? De Paysart, donc ce circuit d'art en milieu agricole. Intéressant. Suite à cela, on jase avec toi, Justin Verville-Allary. C'est bien ça? Donc, bien tu es directeur général des Sentiers Québec-Charlevoix. Exactement. C'est bien ça? Oui. On parle de quoi? On va parler de randonnée pédestre, un petit retour sur l'été qui a été particulièrement achalandé. Gros été. Et l'automne qui est arrivé, qui offre encore des belles opportunités pour la randonnée. Parfait, merci, bienvenue. Merci. On termine avec Mme Fanny Dubo, donc animatrice culturelle pour la ville de Baie-Saint-Paul. On est dans le cadre des Journées de la culture, c'est bien ça? Tout à fait. Cette année, ça se passe sur un mois à cause du contexte actuel et on a 3 belles activités à proposer. Parfait, merci beaucoup d'être là. Annie, le Paysart, donc tu nous disais c'est un parcours. Si je n'ai jamais vu ce parcours-là, qu'est-ce que c'est exactement? En fait, c'est un circuit. On a lié les arts et les arts éphémères déjà avec le milieu agricole. Donc, 5 entreprises, disons des producteurs, accueillent depuis le mois de juillet sur leur site une œuvre éphémère qui sera donc retirée du circuit dans le cadre de l'Action de grâce, d'où l'invitation d'en profiter parce qu'il reste encore quelques belles journées pour profiter du circuit. Donc, si on se promène à travers notre territoire, on découvrira 5 œuvres en milieu agricole ainsi que 2 autres qui sont dans des milieux culturels, donc des milieux différents parce qu'on a eu un volet jeunesse. Donc, dans le cadre du volet jeunesse, 2 œuvres ont été produites avec la participation des élèves. Participation qui s'est faite cette année finalement en mode virtuel, alors qu'elle avait débuté en mode chair et en os. Ouais, on a dû s'ajuster en classe, encore une fois. On s'est ajusté en cours de route. Donc, une œuvre au Carrefour culturel Paul-Médéric, une œuvre au Musée de Charlevoix. C'est notre première incursion du projet Paysart dans le territoire Est, donc dans les MRC voisines. Et sinon, on retrouve une œuvre à la ferme du Gouffre, dans le rang Saint-Laurent. Qui est une œuvre littéraire, en fait. Donc, Oui. ça touche toutes sortes de formes d'art, en fait. Oui, c'est ça. On est dans l'univers de la poésie avec Marc Bertrand. Ensuite, si on se dirige toujours à Baie-Saint-Paul, on a aussi chez la famille Migneron une œuvre de Mark Walter qui est vraiment une œuvre de land art. Mark Walter est dans ce cas-ci un de nos seuls artistes là, qui vit à temps plein de son art. Donc, un gardien étoilé qui garde les moutons ou les brebis à la famille Migneron. Ensuite, on a aussi, du côté de Saint-Urbain, au centre de l'Émeu, une œuvre de Karine Locatelli, une très belle œuvre sur bois gravé. On a aux éboulements 2 œuvres, donc une à la miellerie avec l'envolée, où on a une représentation par le biais de manchons à air d'abeilles en fait en vol. Puis je pense que tout le monde sait que aux éboulements, on a du vent, donc les manchons On la manque pas, celle-là. Hein? Non, je pense que les manchons sont toujours bien sollicités, bien gonflés d'air. Et ensuite, on s'arrête à la ferme Éboulementaise pour admirer une œuvre de Jimmy Perron qui est apposée directement sur un des 2 silos. Donc là, ça veut dire qu'il y a des œuvres qui sont retirées, mais il y en a qui sont plus permanentes, finalement, là, que même des années passées, qu'on pourrait être capable de voir encore. Bien, disons qu'à la miellerie, il reste une partie d'une œuvre, d'ailleurs, à laquelle elle avait participé, en fait, qui était une œuvre de Fanny. Tu avais un petit collectif d'artistes amateurs avec toi, mais une œuvre de Fanny. Mandala, si je me rappelle bien. Oui, Miel Dalla. Oui, Miel Dalla. Excuse-moi, Miel Dalla. Savoureux jeu de mots. Donc, il reste une partie de l'œuvre qui est toujours là. Sinon, c'est sûr que l'œuvre de Jimmy Perron, qui est directement peinte sur le silo, j'ai bien l'impression que les propriétaires de la ferme vont la conserver. Ensuite, ce serait peut-être d'entretenir pour s'assurer qu'avec le temps, les intempéries, le vent, le soleil, la pluie, que l'œuvre ne se dégrade pas.
Sinon, il pourrait y avoir celle de Marc Walter aussi, qui est en fait une sculpture monumentale fabriquée à partir de plusieurs branches d'aubépine. Alors, c'était un défi quand il a débuté ses travaux là, de tresser en fait toutes les branches avec ses longues épines. Là. Disons qu'il s'est décoré un peu les avant-bras. Donc, celle-ci pourrait probablement rester encore un certain temps, là, peut-être d'ici à ce que l'hiver frappe avec ses grands vents. Là, on est à combien d'éditions présentement? C'était la 5e, donc on va se diriger l'année prochaine vers la 6e. Et donc, on sait qu'il y en a une prochaine. Bien, disons que les principaux partenaires financiers ont été approchés, mais oui, je pense qu'on n'est pas inquiet qu'on aura une 6e édition. Puis comment ça fonctionne si un producteur veut recevoir une œuvre chez lui pour l'année prochaine, par exemple? Alors là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va attendre que l'édition se termine, en fait, à la mi-octobre, donc dans le cadre de l'Action de grâce. Et par la suite, on va faire parvenir à des producteurs qu'on a ciblés une offre. Mais bon, on n'a pas la connaissance de l'ensemble du territoire, donc on va faire aussi un appel à projet aux producteurs intéressés. Ce qui est important, c'est que, idéalement, qu'il y ait une production, c'est pas obligé, mais idéalement à la vente. Donc, parce que ce qui nous intéresse aussi dans le circuit, c'est que le visiteur puisse s'arrêter, peut-être des fois déguster ou acheter des produits. C'est pas une obligation, mais c'est plus intéressant encore. Donc, idéalement, un lieu qui reçoit des visiteurs déjà. Là. Idéalement, c'est ça. Mais c'est pas un critère, puis un critère obligatoire. On ne refuse pas une candidature pour ça. Je prends l'exemple de la ferme du Gouffre, qui n'a pas de kiosque à la ferme, etc. Donc, l'important, c'est d'avoir un site qui a la capacité d'accueillir une œuvre qui est souvent quand même de grand format, puis qui permette d'apprécier le paysage. Parce qu'on demande à l'artiste de tenter d'interpréter dans son œuvre la beauté ou la caractéristique des paysages, mais tout en tenant compte de la production aussi du milieu dans lequel l'œuvre va se retrouver. Okay. Donc, c'est un beau défi, fait qu'il faut avoir quand même ces notions-là en tête. Donc, voilà, disons peut-être vers la 3e ou la fin d'octobre, on lancera un appel à projet aux producteurs. Ceux qui sont intéressés remplissent un formulaire pour nous donner quelques informations, notamment qu'est-ce qui les motive à recevoir une œuvre. Puis, il y a un comité de sélection qui va faire un choix. Puis, c'est qui les partenaires dans ce projet-là? En fait, on a les gens de l'UPA qui sont avec nous, les membres aussi du PDZA, qui est le plan de développement de la zone agricole de notre MRC. Et cette année, on avait un partenaire majeur. En fait, c'est notre 2e année, un partenaire vraiment majeur qui est Desjardins. OK. Tu nous parlais du territoire tantôt et tu mentionnais que bon, c'est la première œuvre qu'il y a dans Charlevoix-Est cet été, mais c'est ouvert à tous les producteurs des 2 MRC, en fait. En fait, jusqu'à maintenant, c'était notre territoire parce que chaque MRC a son plan de développement de la zone agricole. Et les partenaires, les gens qui sont assis autour de la table de ce plan-là, c'est à eux d'identifier les actions qu'ils souhaitent mettre de l'avant pour mettre en valeur le territoire agricole. Et donc, de notre côté, les partenaires ont souhaité, il y a 5 ans, associer les arts à l'agriculture. Donc, c'est un projet qu'on a initié de notre côté, mais on invite l'Est à y participer. D'ailleurs, on commence un peu à en discuter, fait qu'on aimerait établir une collaboration pour que le circuit puisse s'étendre sur l'ensemble du territoire, ce qui serait vraiment chouette. Oui, puis les artistes, est-ce qu'eux doivent être des artistes résidents de Charlevoix ou c'est un appel à plus grande échelle? Pas nécessairement. Lors des 2 premières éditions, on donnait vraiment la priorité aux artistes locaux. C'était notre objectif. Mais par la suite, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup d'engouement. On avait des demandes de l'extérieur. Donc, on a ouvert. Mais on a toujours une majorité d'artistes qui proviennent d'ici. Pour cette édition-ci, M. Walter provient de l'Outaouais. Emmanuel Lollier, qui est du côté de la Mielerie, provient de Montréal. Ensuite, donc, Karine Lecatelli d'ici, Jimmy Perron, Les Éboulements. Jean-François Lette, c'est celui qui se retrouve au Carrefour culturel, donc qui est ici. Oui, qui est le tipi, l'espèce de gros tipi à côté du Carrefour. Tout à fait. Puis, du côté du Musée de Charlevoix, on a une œuvre de Pierre Bouchard, qui est aussi maintenant établie, qui n'est pas native de la région, mais qui est maintenant établie à Baie-Saint-Paul. Puis là, tu nous disais, on est sur les derniers 1000, en fait, là, pour la saison actuelle. On a jusqu'à quand pour aller faire le parcours? Jusqu'au 12 octobre. Donc, en fait, la majorité des œuvres vont rester sur place jusqu'au 12 octobre. Il y en a une qui va commencer à être démantelée dans la journée du 12. Puis par la suite, ça va être
selon les disponibilités des artistes. Mais donc, officiellement, on a jusqu'au 12 octobre pour venir admirer les œuvres. Puis arrive quoi après le 12 octobre, mais avec ces œuvres-là? C'est quoi la finale, l'apothéose du projet? Bien, disons que le comité de sélection, celui qui a sélectionné les artistes, donc pas les producteurs, mais les artistes, ont aussi voté pour un prix coup de cœur. Donc, le 6 octobre, peut-être que je devance un peu tes questions, mais le 6 octobre, pour te parler en fait là, de l'apothéose, on va dévoiler l'artiste qui recevra en fait le prix coup de cœur pour son œuvre créée. Avez-vous fait le parcours, Fanny, Justin? Pas accidentellement, mais je passe quotidiennement devant une des œuvres là, sur le chemin Saint-Laurent. Oui, il y en a certaines Oui. qu'on ne manque pas à partir de la route déjà. Avez-vous un coup de cœur? Bien, cette année, c'est difficile à dire, mais moi, je sais que j'apprécie beaucoup, surtout quand la visite vient. C'est des beaux parcours à faire, puis ça permet aussi de redécouvrir les paysages. Souvent, c'est des coins qu'on ne va pas nécessairement voir, donc c'est vraiment un circuit qui est agréable à faire avec la visite. Puis ça permet de découvrir aussi des petits produits qu'on consomme peut-être. Oui, on visite nos producteurs en même temps. Mais tout à fait. C'est pour ça que tu me fais penser, lorsqu'on regarde aussi les candidatures, on a le souci de sélectionner les producteurs de manière à pouvoir faire sortir aussi les visiteurs des sentiers battus, donc les amener souvent dans l'arrière-pays. Oui. On essaie d'équilibrer, là, pas que ça, mais on essaie d'équilibrer pour que les gens puissent aussi découvrir justement nos paysages, parce que l'objectif de base, c'est la mise en valeur des paysages agricoles, mais par le biais de l'art. Si je veux faire le parcours, je le trouve où, ce parcours-là, cette carte? En fait, je dirais que, mis à part de la documentation ou de la promotion papier, affiches et tout, là, de manière plus régulière, bien, on peut se rendre sur le site de la MRC de Charlevoix. Dans le bas, on a notre bannière Paysart. Sinon, il y a un site, paysart.com. Et vous pouvez aussi télécharger l'application mobile Parcourir Charlevoix. Et dans les municipalités concernées, vous retrouverez aussi le circuit. Merci beaucoup, Annie. J'ai bien hâte d'aller plaisir. visiter ça. Moi, je ne les ai pas toutes vues encore, donc je vais essayer de prendre le temps de faire le tour. Profiter du 6 octobre prochain, Oui. notre visite guidée virtuelle. On avait l'habitude, en fait, de faire une visite guidée en minibus, mais compte tenu de la pandémie, c'est moins approprié là, d'offrir cette activité-là aux gens. Donc, on réunit les artistes, les producteurs, les partenaires, puis tous les citoyens, tous les visiteurs qui ont le goût d'en apprendre un petit peu plus sur ce qui a motivé les artistes à participer donc à un échange, une rencontre amicale, virtuelle sur Zoom le 6 octobre. Donc, les artistes vont présenter, interpréter, donner des détails sur l'œuvre, sur ses caractéristiques, sur leur motivation, etc. Les gens vont pouvoir poser des questions. Et en fin de rencontre, c'est là qu'on va dévoiler notre prix coup de cœur. Et puis, ça leur donne quoi, le prix coup de cœur? Alors, c'est un encadrement d'une photo professionnelle prise de l'œuvre avec, bien sûr, une prise de vue de l'entreprise agricole qui les accueille. Qui est remis à l'artiste et au producteur. Chacun ça? reçoit, oui, cet encadrement-là. Merci beaucoup, Annie. Ça fait plaisir. Ne partez pas trop loin. On se retrouve tout de suite après la pause avec Justin pour les Sentiers de Charlevoix. Rebonjour, nous sommes de retour avec Justin Verville-Allary, directeur général des Sentiers Québec-Charlevoix. Bonjour, Justin. Bonjour Lydia, merci beaucoup. On fait un retour sur l'été. Ça a été un gros été du côté des sentiers. Oui, très, très gros été. Mais en fait, je me suis dit que peut-être je pourrais remettre en contexte un peu, expliquer Sentiers Québec-Charlevoix, qui sommes-nous et quel rôle on a joué dans cet été. Oui, parce que là, la dernière émission, on a reçu Justine de Tourisme Charlevoix qui nous présentait là, le fabuleux guide des sentiers. Oui. Elle nous disait qu'il y a plusieurs organismes qui gèrent ces sentiers-là. Donc, ton organisme en est un. Exactement. Combien de sentiers vous gérez? Au total, en fait, sous gestion directe, on a 7 sentiers. Donc, principalement les sentiers de la traversée de Charlevoix, mais aussi le sentier de l'Orignac dans Charlevoix-Est. Okay. Puis, on est aussi là, embauché par la MRC de Charlevoix là, pour entretenir l'ensemble du réseau de la MRC de Charlevoix. OK. Donc, ça fait près de 200 km, plus de 200 km de sentiers. OK. Ouais. Puis là, ça ressemble à quoi votre été, là?
Ben, écoute, je pense que c'est pas un secret pour personne que dans Charlevoix, il y a eu un peu de monde. Tout le monde était ici, je pense. Oui, j'ai Québec au l'impression que le complet Québec s'est s'est donné donné rendez-vous. ici. Exactement. Tu m'enlèves les mots de la bouche. Mais c'est pas étonnant, avec les frontières fermées, il y a beaucoup de plans de voyage là, qui ont changé à la dernière minute pour bien des familles. Puis les gens se sont retournés vers des activités extérieures, donc ça s'est répercuté. Plus facile de respecter la distanciation quand on est en forêt. Oui, exactement. L'air circule bien dans nos montagnes. Il y a en masse de vent. Ouais. Donc, c'est sûr que ça a eu des répercussions sur les sentiers. On l'a bien observé en termes d'achalandage. Il y a certains de nos sentiers qui ont même, on peut dire, connu vraiment un envahissement ou presque, là, comme le sentier du Mont du Dôme, qui est juste à côté du Mont du Lac-des-Cygnes. Puis, en fait, qu'est-ce qui explique ça? Bon, naturellement, juste la quantité de gens qu'il y avait dans Charlevoix, mais il y a aussi le fait que l'ensemble des parcs de la CEPAC, à l'échelle de la province, ont établi, au départ, voyant un peu venir la situation, des quotas au niveau de l'accès. Ce qui a fait que beaucoup de gens se sont retrouvés un peu le bec à l'eau en arrivant à l'entrée du parc et se sont fait rediriger vers les sentiers les plus proches. Oui, il se faisait dire que c'était plein. Le parc était plein. C'est ça, c'est ça. Okay. Donc, les gens, peut-être moins bien préparés, qui n'avaient pas vu l'information, qui n'avaient pas réservé leur place, se sont retrouvés sur nos sentiers. Donc, ça a du bon, mais ça a aussi certains défis. Parce que ce qu'on offre comme sentier, c'est des sentiers qui sont un peu plus rustiques. Donc, ça demande un peu plus de préparation, un peu plus d'équipement aussi pour se rendre sur les sentiers. Ça veut dire quoi, rustique? C'est les aménagements qui sont différents? Oui, Okay. Exactement. En fait, c'est qu'on va retrouver un sentier qui est beaucoup plus à l'état sauvage, donc moins d'infrastructures, un peu plus de boue, forcément. On est directement sur le sol, on est sur la roche. Il y a un peu d'escalade à faire, ce qui fait le bonheur de beaucoup d'amateurs. Mais pour des gens qui s'y attendaient pas, qui n'avaient peut-être pas les chaussures adéquates, ça peut être une surprise dans certains cas, effectivement. Donc là, l'achalandage, ça l'a amené à différentes problématiques. Il y a eu une dégradation des sentiers, j'imagine? Ça s'est observé à quelques endroits, effectivement. On a eu beaucoup de pluie aussi dans Charlevoix cet été pendant une certaine période. Il y a eu des grosses pluies. Un épisode en particulier, là, dans le secteur du Massif, 120 mm de pluie. Donc, ça ne sèche pas du jour au lendemain. Et quand on enchaîne avec plusieurs centaines de personnes qui vont piétiner dans la boue et essayer de contourner, c'est sûr que ça a des impacts sur le sentier. Puis sinon, j'imagine qu'une autre problématique, c'est peut-être des randonneurs qui sont peut-être pas si aguerris que ça, en fait, puis qui se risquent à faire des sentiers peut-être plus difficiles que leurs compétences. Plus difficile, un balisage qui va être différent de ce qu'on va retrouver peut-être dans certains parcs nationaux où là, on a vraiment démocratisé l'accès. Donc, peut-être une navigation qui est moins développée chez ces gens-là dans des zones où les balises sont peut-être moins présentes. Donc, tout ça mis ensemble, c'est sûr, là, ça nous met face au constat qu'il y a des réflexions à avoir, des ajustements à apporter pour les prochaines années, parce que je pense que les gens, somme toute, ont apprécié leur expérience sur les sentiers. Si on regarde la quantité de monde qu'il y a eu versus le nombre de problématiques à gérer, je pense que c'est quand même un bon bilan, du moins pour le réseau que nous, on gère. Et Penses-tu que ça a amené une nouvelle clientèle, oui. peut-être plus de niveau plus vaste de randonneurs? Définitivement. Il y a définitivement une diversification. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a des nouvelles variables. Avant, on devait faire de la promotion dans les salons de plein air, donc on allait directement chercher des gens déjà, disons, initiés au plein air. Oui. Maintenant, avec les réseaux sociaux, il suffit d'une photo sur Instagram avec une petite tasse de café fumante sur un sommet avec un coucher de soleil, et là, tout le monde veut se rendre sur les lieux et prendre cette photo-là. Mais ce que les photos Instagram montrent rarement, c'est le chemin pour s'y rendre. Et la préparation. Et la préparation nécessaire. Donc, comme vous savez, il y a le défi des 5 sommets qui en est maintenant à sa 4e édition dans Charlevoix. Oui. Ce qui est intéressant avec le défi, donc, on peut penser, oui, effectivement, c'est beaucoup des néophytes, ça amène des nouvelles personnes sur les sentiers, mais le défi amène quand même un cadre pour amener ces gens-là sur les sentiers. Donc, premièrement, l'inscription est obligatoire si les gens veulent remporter leur prix. Puis il y a d'ailleurs des très beaux prix avec beaucoup de partenaires dans Charlevoix. Des nuitées dans des hébergements de Charlevoix, des certificats cadeaux. OK, ça rassemble plusieurs partenaires, oui, finalement, exactement, de la région. exactement. Okay. Donc, il y a un intérêt à, d'un, s'inscrire et deuxièmement, réussir le défi. Donc, il faut réussir les 5 sommets. Puis, ce qui est bien aussi, c'est que sur le site du défi des 5 sommets, c'est qu'il y a beaucoup d'informations pour la préparation. Donc, si les gens se donnent la peine de lire, il y a plus de chances que ces gens-là arrivent mieux préparés. Puis c'est ce qu'on a constaté à notre accueil. Quand les gens venaient s'inscrire, nous, c'était le Dôme cette année qui était parmi les 5 sommets. Puis on voyait une différence entre les gens qui débarquaient
pas du tout informés et préparés versus ceux qui venaient pour le défi. Parce que là, dans le fond, le défi des 5 sommets, c'est pas tous des parcours, des circuits qui sont sur votre juridiction, en fait, c'est ça? Non, en fait, ce qui est intéressant avec le défi, puis c'était un peu l'idée quand cet événement-là a été mis sur pied, c'était de faire travailler ensemble différents gestionnaires de sentiers, en l'occurrence principalement des OBNL. Okay. Donc, ça regroupait l'organisme de traversée de Charlevoix, l'Association du territoire libre du Pied-des-Monts, la ZEC Lac aux Sables, le domaine Algorie, la coop L'Affluent, oui. Et, bien sûr, le parc national des Hautes-Gorges et Grands-Jardins, suivant les éditions. Donc, ça a laissé tout le monde autour de la table pour une première fois, puis ça nous a amené à collaborer là, autour d'un projet commun. Puis le défi des 5 sommets, bon, tu disais, il faut qu'on s'inscrive. C'est un engagement qu'on prend. Qu'est-ce qui arrive si je le fais pas au complet? Ah, ça, c'est la honte. Non. En fait, vraiment, chacun y va à son rythme, chacun y va selon ses propres objectifs. L'idée, c'est susciter un sentiment de fierté chez les gens. Si pour vous, de réaliser un sommet, c'est déjà un exploit, parce qu'on lit des belles histoires. Il y a une belle communauté qui s'est créée sur les réseaux sociaux autour du défi. Puis on entend toutes sortes de choses, des gens qui sortent d'opérations, qui ont vécu des épreuves dans la vie, qui essaient de se remettre en forme. Puis pour eux, ben hey, j'ai réussi un sommet, je me suis rendu. Ça prend le sens qu'on y donne, en fait. Exactement, c'est ça. Puis cette année, quand même, beaucoup de gens qui ont complété. Il est trop tôt pour dire combien de gens vont avoir complété cette année, mais on se dirige vers un plus grand nombre. C'est quoi la saison? C'est-tu juste estival, automnal ou c'est sur toute l'année? Non, c'est seulement estival, automnal. On a quand même des conditions. Il y a beaucoup de sommets qui sont dans l'arrière-pays. L'hiver est long dans l'arrière-pays et il revient très tôt. Donc, il y a des dates, on va dire, officieuses. En fait, le lancement se fait généralement vers la mi-juin, suivant quand la majorité des sommets sont libres de neige, libres de glace et tout. Donc, vers la mi-juin. Et là, on espère aller vers le 26 octobre, mais c'est possible que certains sommets ferment plus tôt, comme l'Acropole des Draveurs, là, qui... La nature décide. Exactement, c'est ça. Donc, il reste encore un peu de temps. Oui, là, c'est la belle saison, en plus, pour la randonnée. Êtes-vous des randonneuses, mesdames? Oui, en famille. Nous, notre petit Théo, 5 ans, a de très bonnes aptitudes pour faire des sentiers. Le défi des 5 sommets, ça se fait-tu avec des enfants? Ce serait... Il y en a peut-être quelques-uns là, que c'est ambitieux, mais on l'initie tranquillement pour pouvoir le faire un jour avec lui. Oui. Ouais. Annie, est-ce que tu es une randonneuse? Bien, peut-être moins que Fanny, mais oui. Fanny est dure à battre là-dessus. En fait, moi, j'aime bien courir et faire du vélo. Donc, oui, de la randonnée. On dirait que j'ai de la difficulté à avoir des partenaires de randonnée. Je pense que sinon, j'irais plus souvent. Bien, tu devrais t'inscrire peut-être au défi. Oui, absolument. Te joindre à la communauté. Exactement, sur la communauté du défi. Il y a beaucoup d'alliances qui se font des gens. Quelqu'un est disponible pour aller monter telle montagne tel jour. Donc, il y avait du covoiturage aussi. C'est peut-être moins une bonne idée par les temps qui courent. Mais oui, c'est un des aspects qui est intéressant du défi, c'est qu'on crée des liens. Puis sinon, il y a la traversée de Charlevoix aussi. Est-ce que c'est sous votre juridiction aussi? Absolument. Donc, Sentier Québec-Charlevoix, en fait, c'est né de la fusion à la fois de l'organisme qui gérait la traversée de Charlevoix et l'organisme qui gère Sentier de la Capitale. OK. Donc, depuis 2018, ces deux organismes-là se sont regroupés sous un nouvel OBNL, dont je suis directeur général. Et par contre, chacun de ces organismes-là conserve sa mission d'origine. Donc, le but, c'est de créer une alliance pour, disons, renforcer les organismes, puis mieux remplir la mission de chacun. Donc, la traversée de Charlevoix, c'est, comme plusieurs le savent, là, le projet à l'époque considéré comme très extravagant de M. Eudore Fortin, donc qui, vers la fin des années 70, a tracé un sentier pour le ski de fond, essentiellement au départ, là, entre le nord de Saint-Urbain et le Mont-Grand-Fond, près de la Malbaie. Donc, maintenant, on peut le faire en randonnée pédestre, on peut le faire en vélo de montagne extrême. Et tout le long de ce sentier-là, il y a de l'hébergement aussi. Oui, l'hébergement. Non, ça aussi, il faut s'inscrire, en fait, là, parce Absolument. que là, c'est de longue durée comme randonnée. C'est ça. Donc, c'est peut-être une seconde étape dans l'initiation ou même une troisième étape là, dans l'initiation à la randonnée. Donc là, on parle de transporter le poids de son sac sur l'ensemble de la randonnée, la nourriture, être autonome au niveau du traitement de l'eau. Okay. Donc, c'est sûr qu'au niveau du coucher, on facilite la vie des gens parce qu'on offre un toit, on offre le bois de chauffage, le propane. Donc, les gens ont quand même moins de matériel à traîner que pour d'autres randonnées où ils seraient 100% autonomie. Exactement.
Donc, il y a ça qui facilite la vie un peu, là. Mais ça reste quand même un défi qui demande une préparation. Ça ressemble à quoi l'achalandage pour... mais là, on a le défi et la traversée, là, c'est-tu très, très fréquenté? Nous, en ce moment, les chiffres à la fin vont nous le dire, là, mais on a l'impression d'être encore dans un mois d'été là, en ce moment. Là, comme, on est complet au niveau de la longue randonnée. Il n'y a plus de place. On est complètement réservé jusqu'à la fin octobre. Même, on est rendu dans le début novembre. Puis, on ne sait pas si la météo va nous permettre d'accueillir ces gens-là, mais ils sont bien au courant. Puis, c'est ça au niveau de l'occupation des chalets. C'est sûr qu'il y a eu des enjeux avec la COVID. On a dû réduire la capacité d'accueil, mais la demande est beaucoup plus forte qu'à l'habitude à cette période-ci. C'est marqué. Ça paraît que les gens ne sont pas partis dans le sud ou ailleurs dans le monde. Ouais. Oui. Puis, avez-vous besoin d'aide des fois pour l'entretien des sentiers? Avez-vous des corvées? Oui, oui, absolument, absolument. Donc, en fait, on a le Club des amis de la traversée qui, depuis plusieurs décennies déjà, là, prête main forte année après année là, pour que ce soit du nettoyage de sentiers, amener le bois dans les chalets. Ça a l'air de rien, mais tout le bois qu'on a amené là, dans des zones parfois reculées ou avec le transbordement VTT, tout ça, ça demande des bras. Ouais. Donc, effectivement, 2 fois par année, au printemps, à l'automne, on fait un appel à tous. Mais sinon, en tout temps, quelqu'un qui voudrait venir donner des heures pourrait nous contacter. Là, puis on a C'est une belle façon de se rendre utile en faisant de la randonnée en même temps, en fait. Oui. Puis de découvrir des passionnés, partager la même passion, échanger, puis c'est ça, faire connaissance avec notre équipe très sympathique. Pour terminer, cet automne, on a encore le temps de faire un peu de randonnée quand même sans pour autant s'inscrire au grand défi. Ouais. Là, il y a une réalité par contre avec la chasse. Oui. Comment ça fonctionne, Oui, la cohabitation? Effet, oui. Bien, l'automne, on ne se le cachera pas. Plusieurs sont d'accord pour dire que c'est la plus belle saison de l'année pour aller faire de la randonnée, que ce soit les couleurs, la température, les moustiques qui ne sont pas là. C'est quand même un irritant quand ils sont là. Donc, quand ils ne sont pas là, on est content. Donc, tout le monde a envie d'être en forêt à ce moment-ci. Par contre, effectivement, c'est très important de respecter harmonieusement le partage du territoire et tout ça. Donc, très important de se renseigner sur les périodes de chasse. Donc, ici, dans Charlevoix, on a 2 territoires. La zone 27 Est et Ouest. Donc, il faut surveiller les dates. C'est différent de part et d'autre de la 381. Et dans ces cas-là, si on est en période de chasse, assurez-vous que le sentier est accessible. Renseignez-vous sur ce qui est obligatoire, donc généralement le port du dossard. Évitez le bruit, chantez à tue-tête les succès de votre jeunesse. Gardez ça pour la maison. Aussi, si vous avez un chien, gardez-le bien en laisse. On veut éviter de déranger la faune et risquer des accidents. Et idéalement aussi, ça peut être bien de randonner entre 9h et 16h de façon à éviter les périodes où les chasseurs sont les plus actifs. Oui. Donc, ils sont plus souvent actifs tôt le matin, tard en fin de journée. Okay. Donc, si on peut se concentrer sur le milieu de la journée, bien, on évite le dérangement. Okay. Aussi, faites attention, les journées raccourcissent et on peut se faire prendre par de la neige au sommet. La semaine dernière, on a vu nos premiers flocons dans le secteur du lac Avec-Leu, sur la ZEC des Martres. Donc, ça peut vite changer, mais s'il fait beau, si on est en T-shirt à Baie-Saint-Paul, il faut peut-être amener la tuque au sommet du Mont-du-Don. Oui, c'est ça change. Oui, absolument. Puis, juste pour terminer, ces informations-là, la bonne information, on la trouve où? Oui, là, on est à l'ère où l'information est un enjeu. Hein? Donc, faites bien vos recherches. Il faut toujours prendre l'information auprès des gestionnaires de sentiers. Donc, c'est même dans le guide des randonnées pédestres que Justine Simard est venue présenter, dernière émission. Ça le dit aussi. Donc, on peut prendre l'information à gauche, à droite sur Internet pour choisir sa randonnée, mais au final, c'est toujours auprès du gestionnaire qu'on trouve l'information la plus à jour. Donc, c'est bien important de vous assurer que vous allez vérifier ces choses-là avant de partir. Merci beaucoup, Justin. Merci. Bonne automne, Merci bonne fin de saison. Pareillement. On retourne en pause et on se revoit tout de suite après avec Fanny Dubois d'Animation Baie-Saint-Paul. Bon retour, nous poursuivons ces palpitantes entrevues avec Mme Fanny Dubois, animatrice loisirs culture pour la ville de Baie-Saint-Paul. Oui, tout à fait. Bonjour Fanny. Bonjour. C'est le temps des Journées de la culture. C'est un peu différent cette année. On a adapté ça à la nouvelle réalité COVID. Comment ça fonctionne? Mais cette année, en fait, d'abord pour les acteurs culturels, que ce soit là, ceux qui font, les agents culturels qui font la promotion, il y a eu des formations en ligne après la pluie
qui visait à faire peut-être un pivot et non pas faire les choses différemment ni à se réinventer, mais à pivoter pour pouvoir présenter les offres culturelles un peu différentes. Donc, les Journées de la culture s'échelonnent sur un mois, du 25 septembre au 25 octobre. Donc, c'est déjà commencé? C'est déjà commencé et l'étendue permet d'offrir des activités qui ne vont pas créer de rassemblement, évidemment, dans les lieux, mais où les gens peuvent aller, dans le fond, s'abreuver de culture ici et là dans leurs milieux différents. Et Baie-Saint-Paul, bon, c'est une ville très culturelle, alors on a pas mal de choses à proposer déjà à nos concitoyens pour les Journées de la culture. Oui, bien la première activité qui a été proposée, c'est grâce à la MRC, en fait. Il y a eu une invitation qui a été faite aux municipalités pour illuminer, dans le fond, le Québec. C'était une première activité de lanterne. Les gens pouvaient créer leur lanterne. Ça, c'était le premier week-end, dans le fond, des Journées de la culture. Donc, on se faisait une lanterne à la maison qu'on installait dehors après, c'est ça? Tout à fait. On pouvait la fabriquer. Il y avait des vidéos explicatives, interactives qui pouvaient nous aider là, à faire la confection de ça. Donc, une fois l'événement passé, nous, on a pris le relais au Carrefour culturel. Et c'est sûr que, bien, avec le contexte, on doit toujours penser plan A, plan B. Donc, faire des formules qui vont perdurer, peu importe ce qui arrive. Oui, c'est ça. Donc, dans les activités qu'on propose, bien, c'est sûr qu'on veut mettre en valeur ce qui se passe au Carrefour culturel. Mais en même temps, on veut que les gens puissent le faire soit de chez eux, soit à l'extérieur. Donc, peu importe la couleur de la région, on pourra y participer. C'est un peu l'intention. Donc là, parmi ces offres-là, bien, il y a la formule parcours qui est assez intéressante et facile à utiliser là, avec une bonne distanciation. Oui. Quel parcours on a à Baie-Saint-Paul? Bien, en fait, à Baie-Saint-Paul, il y a plusieurs parcours d'art public qu'on peut faire. Il y a les bustes, il y a des monuments. Mais pour l'occasion, pour les Journées de la culture, on a voulu demander aux gens s'ils voulaient redécouvrir le parcours Plaques et Monuments qui est dans Baie-Saint-Paul. Donc, sur la page Facebook du Culture Baie-Saint-Paul, Carrefour culturel, les gens vont pouvoir retrouver quelques questions qui vont les guider à découvrir ces statues, monuments et plaques qui sont là. On se fait comme un petit rallye, dans le fond. On se fait un petit rallye avec des petites questions toutes simples. Ça peut se faire en famille, ça peut même se faire à pied, à bicyclette. C'est dans la ville. Puis, l'intention aussi de ces Journées de la culture-là, c'était, non pas de réinventer la roue, mais de redécouvrir un peu ce qui se passe chez nous, parce qu'on va être appelé de plus en plus à être chez nous, à profiter de nos installations. Donc, ça, c'est un parcours qui se fait à l'extérieur pour pouvoir profiter des journées, encore des belles journées d'automne qu'on va pouvoir faire. Puis, s'il pleut, qu'est-ce qu'on fait s'il pleut, Fanny? S'il pleut, bien, il y a deux propositions qui vous sont faites. Il y en a une, c'est de venir au Carrefour culturel, découvrir l'exposition permanente Espace Baie-Saint-Paul. Ça, c'est celle qui est en bas, qui est avec des écrans tactiles. Avec ouais. les écrans tactiles, tout à fait. C'est vraiment une belle exposition qui se fait aussi en famille, entre amis, puis qui permet de redécouvrir vraiment Baie-Saint-Paul et le dynamisme culturel aussi des municipalités environnantes, autant le patrimoine, l'histoire, que tout ce qui se fait en culture. Ça permet d'en apprendre sur, bon, oui, il y a le festif, mais avant ça, il y avait le festival folklorique. Ça permet aussi de revoir un peu au niveau du patrimoine, des maisons, des architectures qu'on croise chaque jour, mais qu'on n'a pas nécessairement la connaissance pour pouvoir en apprécier là, vraiment la valeur patrimoniale, par exemple. Oui, puis ce qu'elle représente pour le développement de Baie-Saint-Paul, en fait, c'est ça? Exactement. Donc, ce qu'elles ont pu apporter à ça. Évidemment, Espace Baie-Saint-Paul, bien, ça vient aussi avec une application qui est Parcourir Charlevoix. Et qu'on télécharge sur nos téléphones? On peut la télécharger, tout à fait. C'est des parcours qui peuvent se faire peut-être plus en voiture, qui vont nous permettre de découvrir les différentes municipalités, des petits attraits qu'on peut avoir dans ces différents lieux-là. C'est très accessible. On peut télécharger l'application avant, puis sans utiliser de données mobiles, on va visiter les différents endroits. Donc, ça nous pousse peut-être à redécouvrir les choses, mais avec des petits buts à découvrir. Fait que c'est comme une extension, finalement, de l'exposition qu'on a au Carrefour. Voilà. Ça ressemble un peu à un espèce de géocaching, si on veut. D'une manière culturelle, oui, voilà. Oui.
Et puis, sinon, du côté des expositions temporaires, qu'est-ce qui se passe au Carrefour? Donc, le Carrefour reçoit, on le rappelle, là, plusieurs expositions chaque année, au moins une quinzaine. C'est souvent, les expositions sont là 5 à 8 semaines, ça va dépendre. Il y a toujours 3 expositions, 3 salles qu'on peut visiter. Et là, on a dans la salle polyvalente, la grande salle en bas, Cuisine, cinéma et confidence, en collaboration avec les ateliers, qui présente une exposition à saveurs culinaires. Donc, on a autant de belles photographies de cuisiniers ou de producteurs locaux et leurs produits. Et on a aussi Frédéric Ouellette qui, en art actuel, a repensé les classiques. Donc, il a repris des illustrations classiques que l'on connaît en les ajustant au goût du jour, disons, pour l'occasion de l'exposition, en collant, en agrémentant, dans le fond, l'œuvre de différents éléments alimentaires. Ça peut être des céréales, des bonbons, du riz, etc. Donc, c'est une proposition qu'on fait un peu, surtout pour les familles, s'amuser. Donc, on s'imprime à la maison une œuvre classique qu'on a le goût de redécouvrir et on l'agrémente à notre goût. On se fait un petit collage. Voilà. Nouilles séchées. De céréales granola qui traînent peut-être depuis trop longtemps dans le fond de notre garde-manger. C'est temps de faire le ménage, finalement. Voilà. C'est sûr que pour l'occasion, on va inviter les gens à venir voir aussi les expositions. Puis le Carrefour culturel a vraiment une diversité dans l'offre culturelle par le choix des artistes, souvent locaux, qui vont se présenter là. Mais ça vaut vraiment le détour. C'est un accès à la culture qui est gratuit, qui est riche, varié, puis qui est vraiment accessible pour la population de Baie-Saint-Paul. C'est quoi les heures d'accès? Puis y a-t-il une limitation à la quantité de personnes qui peuvent rentrer là, au Carrefour présentement? Bien évidemment, là, il y en aurait une s'il y avait un achalandage monstre. Si c'était le cas, on vous en informerait à l'accueil, sûrement. Mais pour l'instant, là, on peut recevoir jusqu'à une trentaine de visiteurs à la fois qui circulent. On porte le masque, on se désinfecte les mains. Donc, présentement, le Carrefour est ouvert du mardi au dimanche, de 10h à 17h en continu. Là, il n'y a pas d'arrêt pour dîner. Et c'est gratuit? C'est toujours gratuit, bien évidemment. C'est pour la population, vraiment. Donc, c'est une installation municipale qui vaut vraiment le détour. Puis là, l'exposition temporaire là, avec Cuisine, cinéma, confidence, c'est jusqu'à quand? Donc, ça se termine vers la fin octobre. OK. Est-ce qu'on sait ce qui va suivre? C'est un secret? C'est un secret. Non, c'est pas un secret. On peut visiter le site Internet de la ville de Baie-Saint-Paul là, pour pouvoir voir les prochaines expositions. OK. Fanny, tu t'occupes aussi du volet loisirs. Là, tu me parlais de la nouvelle façon de fonctionner pour l'accès aux activités libres. C'est quoi les modifications qui ont été faites? Bien, en fait, c'est ça. La programmation des activités loisirs et culture est sortie. Donc, elle est déposée sur le site de la ville. La période d'inscription est maintenant terminée, mais pour les activités en mode libre, que ce soit le patinage, la piscine, il faut réserver maintenant. Puisqu'avec les mesures COVID, surtout liées pour le vestiaire et non pas là, la grandeur de la piscine ou de la patinoire, par exemple, mais l'accès au vestiaire, selon les organisations, les mesures de santé publique nous rappellent de diminuer le nombre de personnes. Donc, pour ne pas arriver puis, dans un élan spontané, on va se baigner, puis finalement, il n'y a plus de place, bien, on réserve. Pour ce faire, on va sur le site de la ville, soit à l'aréna, soit à la piscine, et les numéros et la façon de faire est bien inscrite là, sur chacune des pages pour pouvoir réserver ses places pour profiter de ces activités-là. C'est longtemps à l'avance qu'on doit... Pas nécessairement, ça peut être le jour même. Si, selon les horaires, là, il y a quelqu'un qui peut vous répondre au téléphone. Okay. Sinon, c'est par Sport Plus. Donc, et la plateforme en ligne là, pour les inscriptions. Abonnements. Oui, c'est ça. Donc, soit qu'on peut se créer un compte à l'avance puis pouvoir aller réserver. Sinon, on procède par téléphone puis on s'assure qu'on a une place. Est-ce qu'on peut voir les plages horaires disponibles? Oui, sur la plateforme de Sport Plus. Donc, c'est possible de voir ce qui est disponible. Et, c'est stable là, comme plage horaire ou ça pourrait changer, j'imagine? Bien, les plages horaires ne vont pas nécessairement changer. C'est peut-être la quantité de personnes qui va peut-être changer, qui pourrait modifier un peu les habitudes de tous. Là, mais ça, c'est un peu aléatoire. On n'a pas vraiment le contrôle. Là. On est comme tout le monde, on attend
les mesures de santé publique qui nous informent de comment on doit vivre. Du côté d'Animation Baie-Saint-Paul, vous avez dû couper un peu dans les événements. En fait, cet été, ce qui s'est passé, c'est que la totalité du budget pour Animation Baie-Saint-Paul a été transférée pour faire de l'animation sur la rue piétonne. Ah oui. Donc, durant les heures où la rue était piétonne, il y avait un partenariat avec l'École de cirque de Québec. On a reçu, donc ça a été quand même un bon défi de contrôler l'animation déambulatoire. C'était très important pour éviter le plus possible les rassemblements, mais en permettant aussi aux gens d'avoir un peu d'animation. L'intention venait vraiment des gens d'affaires qui voulaient avoir un achalandage, qui était très inquiet là, en mars-avril de comment se déroulerait l'été. On ne savait pas trop ce qui se passerait. Donc, le souci d'offrir un petit plus, un petit quelque chose, venait de cette intention-là. Ça a été bien fréquenté, en tout cas, autant par les Charlevoisiens que tout à les fait. Touristes. Oui, vraiment, vraiment. Là. Puis, c'est ça. La portion d'animation amenait un petit plus avec les arts du cirque déambulatoires. Ça, c'était vraiment le gros plus. Fait que ça a été une façon aussi pour la Ville de participer à la relance économique, mais au niveau des arts plus particulièrement. Oui, merci beaucoup. C'était super. Êtes-vous allée? Oui, malheureusement, j'ai été retenu beaucoup dans l'arrière-pays, mais ma famille a pu en profiter. Quand ils venaient me visiter, je les envoyais profiter de tous les attraits qu'il y avait sur la rue piétonne. Oui, Annie, toi, tu es allée faire un tour? Oui, puis j'habite tout à côté, donc j'étais bien au fait de ce qui se passait. J'entendais, je voyais. Parce qu'il y avait des surprises, en fait. On ne pouvait pas savoir d'avance vraiment les animations qu'il y aurait sur place. Fallait être là pour le savoir. Oui, c'était le défi là, à cause des rassemblements. Puis tant qu'il n'y a pas eu le port du masque obligatoire, mais c'est sûr qu'il y avait une pression supplémentaire liée au rassemblement. C'est sûr que là, avec le masque, avec la désinfection, je pense que tout le monde est habitué. Puis ça permet de diminuer une pression là, chez les organisateurs qui ont le goût de quand même créer des événements culturels ou en tout cas qui ont une certaine portée là, pour la population, c'est sûr. Est-ce qu'on peut penser une rue piétonne encore l'été prochain? On sait-tu? Ça pourrait être dans l'air. C'est sûr que c'est un bon défi logistique. Il faut voir un peu. Évidemment, on en a entendu parler là, au conseil municipal aussi, dans les médias, l'engorgement de la circulation. Donc, oui, ça apporte ces autres défis. Il y a différents volets là, à réfléchir à ce niveau-là, c'est sûr. Merci beaucoup, Fanny Dubois. Merci. Alors, si on veut plus d'informations, on suit la page Facebook. Page Facebook, Culture Baie-Saint-Paul, Carrefour culturel. C'est là qu'on va trouver là, les informations pour les activités des Journées de la culture. Parfait. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. Et merci à vous. On se revoit très prochainement à une prochaine émission de Ça se passe chez vous. Ça se passe chez vous, une présentation de la MRC de Charlevoix.